Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Échangiste. Alors cette semaine, je suis parti à la rencontre de Simon Lagadect. Alors je l'ai connu quand il a créé un média qui s'appelle Port d'Attache. Ce side project, il l'a créé quand il était banquier et ça lui a donné le goût d'entreprendre. Et aujourd'hui, avec son frère Justin, il a créé Make the Grade, qui est une très belle agence d'inbound marketing. D'ailleurs, si vous avez besoin de leurs compétences, voilà, je ne peux que vous les recommander. Et donc, on va voir un peu comment il a réussi à passer de banquier avec un side project, créer un média fort, et aujourd'hui une agence inbound marketing qui cartonne. Alors, je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute. Hello Simon, bienvenue dans le Club Échangiste. Merci de ton invité, Glenn. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, je voulais aussi un peu représenter le Club Échangiste, ce que c'est et pourquoi on le fait. En gros, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interviews et je trouvais que des fois, on ne se disait pas assez les choses. Et un endroit sans tabou, je trouvais ça bien. Et c'est vrai que le Club Échangiste est, je trouve, plutôt bien fait pour ça. Et surtout pour aider des entrepreneurs à se lancer. Je sais que tu as été banquier avant de devenir entrepreneur. Et donc, tout ça, ça m'intéresse un peu ce cheminement. On se connaît quand même plutôt très bien. Donc, moi, je connais un peu ce cheminement-là. Mais pour les autres, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant. Et donc, je pense que je te laisse te présenter, Simon. Ouais, volontiers. Alors, Simon, aujourd'hui, je me présente en tout cas comme le cofondateur de l'agence Make the Grade. On est une agence de web marketing spécialisée en fait dans l'accompagnement des entreprises B2B. Donc, on entend par là des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises et qui proposent soit des services ou des produits qui nécessitent un cycle d'achat plutôt long pour l'acquisition et qui en face ont des paniers d'acquisition, des paniers moyens élevés. Donc en fait, tout simplement, on a trois expertises, trois métiers. Un premier métier lié au web design, on conçoit des sites internet de conversion, c'est-à-dire que c'est des supports qu'on utilise afin de générer des opportunités commerciales. On a un second métier lié à l'inbound marketing, mais d'un point de vue opérationnel. Sur les sites que l'on conçoit, on va attirer une audience qualifiée. Et l'idée, c'est de générer des leads, des contacts qui le sont tout autant. Et avec du marketing automatisé, on les amène à la maturité nécessaire pour les transformer en clients. Ce qui m'envoie à notre dernier métier, qui est un métier commercial qu'on appelle inbound sales. Donc, c'est le principe d'alignement entre les efforts marketing et commerciaux. Et l'idée, c'est de faciliter, à l'aide d'outils de process, la transformation des leads chauds à prendre une décision d'achat, qui sont matures, en clients. Donc, pour diffuser ces trois métiers-là, on est partenaire d'une solution américaine que bon nombre connaissent, qui s'appelle HubSpot, et qui est une plateforme tout en un qui permet à la fois de faire ses actions marketing et ses actions commerciales et de recentrer toutes les équipes sur un même outil et du coup de remonter sur ce même outil-là aussi toute la donnée nécessaire afin d'itérer et puis d'être toujours de plus en plus performant dans la conquête de son marché. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire. Ça, c'est ma casquette numéro 1. J'en ai une deuxième que tu connais aussi très très bien parce qu'on se connaît depuis longtemps, comme tu l'as dit, qui est donc celle de Port d'Attache. Là, c'est un magazine en ligne que j'ai cofondé également il y a un peu plus de 5 ans. Et en fait, on présente la région Bretagne sous ses différents attraits, culturels, exploratoires, gastronomiques, sportifs, entrepreneurial et depuis peu environnemental. Et en 5 ans, donc de manière totalement inbound justement, et organique, on a développé une communauté sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, et on a aujourd'hui 90 000 points de contact qui nous suivent pour une audience plutôt jeune, entre 25 et 30 ans d'âge en moyenne. Et voilà ce que je peux dire pour me présenter brièvement. Vaste programme. On reviendra, je pense, d'une partie 2 sur Make the Grade et sur un peu peut-être comment les tips que tu peux donner à tes clients et peut-être pour des gens qui se lancent un peu de savoir un peu voilà, tout cet alignement entre le marketing, les sales, les commerciaux, c'est hyper intéressant. Et moi, ce que j'aimerais, c'est aussi revenir d'abord au Simon d'avant, au Simon banquier et comment ce projet Port d'Attache est né. C'est vrai que créer un média et être salarié en banque, c'est pas forcément la même chose. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là ? Ouais, sacrée histoire. Alors effectivement, pour resituer le contexte, à l'époque, j'étais employé de banque, donc le petit conseiller de proximité qu'on a tous et que l'on va voir directement en agence. Donc c'est un métier à dominante commerciale dans lequel je me suis beaucoup éclaté.
Et j'ai la chance d'avoir depuis toujours un groupe de potes, dont tu fais partie, évidemment, qui est super entrepreneur. Et chacun un petit peu ses side projects, etc. Et à ce moment-là, on était en entre-deux, c'est-à-dire certains comme moi étaient déjà dans la vie active, mais de manière hyper récente. Et l'autre moitié était toujours en études. Et c'est à ces âges-là, à ces moments-là, en fait, où on teste toutes nos idées, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'être passionné, de partager une passion avec mon frère Justin et Hugo Le Bihan, qui est un de nos potes concarnois. Et cette passion, en fait, c'est la région, une région qu'on adore, etc. Et on trouvait un petit peu dommage que les stéréotypes, en fait, viennent un petit peu prendre le dessus sur ce qu'incarne, du moins pour nous, la région. C'est pas que de la météo capricieuse, c'est pas que des crêpes, etc., etc. Et là où on a eu un déclic, c'est quand, à la fin de chaque été, avec nos GoPro, on faisait des montages vidéo pour les potes, en fait. Et venait la soirée de clôture de la saison estivale, on va dire ça comme ça, où on diffusait cette vidéo à tout le monde. Et à chaque fois, on se disait, mais c'est génial, quand vous allez faire des sorties au Glénan, vous pêchez, etc. C'est ça qu'il faudrait montrer à un plus grand nombre. Ça donnerait une belle image de la région, ça donnerait envie d'y venir pour y vivre, pour y travailler, ou ne serait-ce que pour l'attractivité touristique. Et moi, j'ai toujours aimé créer des contenus. J'ai toujours écrit. Ma première trace à l'écrit remonte à mes 8-9 ans. J'avais écrit un bouquin bourré de fautes. Ma mère l'a toujours, donc c'est toujours très drôle de l'avoir à disposition. Et en fait, j'ai toujours continué de développer cette compétence-là. Et je me suis dit, tiens, on va faire des vidéos et autour de ces vidéos-là, on va écrire des articles. On va commencer avec un blog. Et en fait, c'est parti de là. On a créé un cocon à 3 en équipe et chacun avait ses petites compétences techniques. Donc moi, j'étais à la création des articles et au montage vidéo. Hugo était au community management et il s'occupait de toute la technique quand on allait tourner sur place. Et Justin, il s'occupait de tout ce qui était site internet, administratif, tout l'aspect technique là aussi, mais pour le format web. Et on a rajouté des briques à partir de là. Donc, on a rajouté une newsletter, on est passé de Facebook, on a créé un Twitter, on a créé un Instagram. Et des idées sont venues au fur et à mesure. Ah tiens, si par exemple, on traduisait des mots en breton. Et c'est là, en fait, où en parallèle, on a commencé à développer notre maturité d'un point de vue inbound marketing, c'est-à-dire créer, développer des contenus hyper empathiques qui sont là pour aider les autres. Par exemple, quand on a eu cette idée de traduire des mots en breton, on est parti d'un constat très simple, c'est que nous, on n'a pas eu la chance d'être dans la culture bretonnante via notre famille. On n'a pas été faire des écoles bilingues, etc. Et on n'a pas appris la langue. Et pourtant, on aimerait bien en apprendre les rudiments et savoir pourquoi pas le parler à terme. Donc, les contenus que l'on créait pour les autres, c'était des contenus qu'on créait d'abord pour nous-mêmes, finalement. Et de fil en aiguille, parce que le contenu, on l'a créé, on a été persévérant, on a réussi à se référencer sur les moteurs de recherche, les gens nous ont de plus en plus naturellement trouvés et on a développé une communauté dans ce sens-là. Et 5 ans après, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ça donne une communauté dans la communauté, c'est-à-dire qu'on est une trentaine de rédacteurs et de rédactrices répartis sur le territoire et au-delà. On partage tous comme passion la région et l'envie de se servir de digital pour faire un lien en fait entre le territoire local et justement ce côté numérique qui permet de faire rayonner l'image de la région outre ses frontières. C'est une équipe plutôt jeune. Ce qui est hyper intéressant, c'est les profils. Ils sont hyper variés, c'est-à-dire que nous, à notre sélection à l'entrée, vu que c'est un média collaboratif, c'était uniquement de voir si les personnes étaient motivées et si elles avaient un petit peu l'aspect digital. Mais on n'allait pas chercher des gens directement opérationnels d'un point de vue SEO, d'un point de vue copywriting, etc. Et on a créé notre propre école en interne pour former les gens à la rédaction web. Et aujourd'hui, c'est complètement fou parce que ça nous a un petit peu dépassé dans le bon sens du terme, parce qu'on a aujourd'hui 3 rédactrices, c'est uniquement des filles en tout cas, qui ont quitté leur métier d'origine pour devenir rédactrice web freelance à temps plein et qui en vient.
Donc ça, c'est une super satisfaction qu'on a au sein de l'équipage. Et ça prouve qu'on a bien fait les choses. Et en tout cas, ça permet d'aller toujours plus loin dans cette aventure-là. Oui, complètement. C'est vrai que cette notion de média, on la voit de plus en plus, même si à la base, tu vois, c'était un blog. Aujourd'hui, c'est devenu un média. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes aujourd'hui qui veulent se lancer dans les médias? Je sais que c'est quelque chose qui est très chronophage, hein. Tu étais banquier en parallèle au début en plus, donc c'était tous les soirs, les week-ends. Voilà, il y a eu une vraie abnégation. Ça serait quoi des petits conseils que tu pourrais donner comme ça à des personnes aujourd'hui qui veulent lancer un média? Bah déjà, c'est pourquoi créer un média. Le pourquoi, il est important, il est à la base de tout pour moi. On crée un média si on veut créer du contenu sur quelque chose que l'on maîtrise et dont on aime parler. Donc souvent, ça va être des projets, tout d'abord, comme tu le dis, sur du temps personnel, qui sont là vraiment pour prendre la parole sur une passion, un talent en particulier, etc. Donc la première chose, c'est ça, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes fait afin de créer du contenu autour. Et à partir de là, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi à partir du moment où vous êtes intéressant, vous avez une valeur ajoutée pour les autres. Et ça peut être de la vidéo, ça peut être des contenus textuels, ça peut être de l'infographie, ça peut être du podcast. Il n'y a pas trop de limites à ça, si ce n'est le temps et l'énergie que l'on va y mettre. Et là où moi, j'ai toujours eu de la chance pour amener ces projets aussi loin, et c'est pas fini, c'est que j'ai toujours été super bien entouré. J'ai jamais fait quelque chose tout seul, en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, première chose, voilà, bien s'entourer. Et je pense même que l'équipe est plus importante que le projet. Le projet, il a tout le temps de mûrir, de grandir, de se développer, de performer dans la durée. Mais ce qui est hyper important, c'est l'équipe qui en est au cœur et qui est là à la base. Okay, moi, je vois beaucoup de projets avec des idées révolutionnaires qui ont des équipes qui performent pas ou qui sont pas alignées entre elles. Et en fait, ça pétouille presque systématiquement. Et à l'inverse, j'ai aussi vu des projets où les équipes sont top. Il n'y a pas d'idée définie au départ, mais il y a la motivation et la complémentarité des compétences. Et ils vont hyper loin, quoi. Ouais, complètement. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver cette complémentarité. C'est vrai que tu entreprends énormément avec ton frère, donc c'est vrai que c'est quelque chose, je sais que vous êtes alignés tous les deux ou avec un ami. Est-ce que c'est un conseil que tu peux donner aujourd'hui de dire entreprenez avec vos amis, avec peut-être votre famille, des gens en tout cas que vous connaissez et que vous savez un peu comment vous allez pouvoir entreprendre dans le futur avec eux? Alors, je recommande à une condition, c'est qu'il faut être complémentaire. Okay. Je prends notre exemple avec Justin, où on est associés dans toutes nos activités. C'est simple, si je fais quelque chose, lui, il ne le fait pas. Et si lui fait quelque chose, moi, je ne le fais pas. Et ce n'est pas par choix, c'est vraiment c'est des évolutions qui sont faites naturelles. Moi, je vais créer du contenu, Justin, lui, il va détester écrire. Justin, il code, moi, je ne connais même pas une ligne de code que je peux sortir. Donc, le côté prospection commerciale, c'est le seul sujet où on va se rejoindre finalement. Ok. Ouais, donc la complémentarité des compétences, c'est hyper important parce que si vous êtes avec vos associés complètement identiques, ça peut avoir ses limites rapidement, je dirais. Ok. Et même, je pense que cette complémentarité peut se créer. Je vois avec mes associés, on a pas mal de points communs. Mais petit à petit, en fait, on crée ces complémentarités. Il y en a un qui va plus faire ça, et en fait, on cloisonne petit à petit pour être plus efficace et qu'on ne se marche pas sur les pieds, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand ouais, c'est ça. On se marche dessus, quoi. Ouais, et ce qui est bien, je pense, de votre côté, c'est que vous êtes aligné déjà mentalement en termes de vision. Donc ça, c'est important aussi. Et ce qui n'empêche pas effectivement d'ajuster en termes de compétences pour dire qui fait quoi et qui va développer ses skills, quoi. Mais si tout le monde est responsabilisé, ça le fait. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, forcément, après, la deuxième chose, c'est d'éviter tout ce qui peut être un petit peu pression financière. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent ruiner des projets dans l'œuf. S'il y a surtout dans l'entrepreneuriat, j'entends, hein, dans le terreau, c'est l'idée. S'il y a un des personnes à l'origine du projet qui veut gagner trop d'argent trop vite,
ça peut créer de la frustration, ça peut engendrer des étapes que l'on brûle, et justement, à brûler les étapes, on se brûle aussi les ailes en même temps. Et ça, c'est un indicateur, effectivement, un red flag où il faut faire gaffe, quoi. Ouais, carrément. En fait, il faut être aligné un peu sur tout, quoi. C'est vrai que je pense d'abord, il y a la vision et l'aspect financier. Et je pense que. Puis essayer peut-être des fois aussi de cadrer les choses. Je sais que avec son avocat, avec pas mal de monde, on peut essayer de cloisonner les choses pour que demain, voilà, tout soit clair. Et un pacte d'associés peut très bien faire l'affaire pour des beaux événements. Ça fait le lien avec un autre conseil que je peux donner avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut bien s'entourer déjà en interne dans le projet, mais aussi en externe. On n'est pas des experts sur des sujets hyper clés qui permettent de développer ces activités. Le juridique, la comptabilité, la finance, le recrutement, c'est des sujets hyper clés, et chacun de manière isolée, si on se plante, ça peut ralentir fortement le projet, voire l'interrompre. Et en fait, il faut toujours s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus expertes que soi. Et pour ça, moi, ce que je recommande, c'est de voir, on a tous autour de nous, d'un point de vue local, des clubs d'entrepreneurs, des réseaux entreprendre ou équivalents, et qui permettent en fait de s'entourer très facilement. Et en général, les gens qui sont dans ces dispositifs-là sont des gens hyper ouverts et qui ont eux aussi des réseaux. Et le networking, avec ça, c'est hyper efficace pour aller plus loin. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai que bien s'entourer, que ce soit en interne ou en externe, c'est la clé. Au-delà du projet, hein, l'idée, c'est le terreau, mais après, c'est vrai que j'aime bien cette image-là. Donc, tu crées ce média-là, donc en parallèle tu es toujours banquier. Quand est-ce que tu te dis, bon là, il est temps que je fasse le grand saut? Alors, je me le dis pas tout de suite. En fait, au départ, Port d'Attache, on se dit, c'est un projet passion, donc c'est pas fait pour se faire de l'argent, c'est pas fait pour dégager de la valeur. Et puis de fil en aiguille, comme on apprend à maîtriser de plus en plus de choses, comme on processe pas mal de choses, et finalement on se professionnalise, comme on génère aussi de l'intérêt, on se dit, bah tiens, finalement ce side project-là, il peut peut-être être source de revenus complémentaires. Donc on est bien dans un contexte de complément de revenus, afin d'arrondir les fins de mois, ou de se faire une cagnotte entre potes et de se faire une grosse semaine de vacances en fin d'année pour tous les efforts, mais toujours la passion en ligne directrice. Et ça a été l'étape intermédiaire. Et en fait, avec Justin, de plus en plus, de par Port d'Attache, l'envie d'entreprendre entre nous a titillé, parce qu'on était chacun salarié de notre côté. Et on s'est dit, bon, faut qu'on tente un truc. Il faut voir si on peut un petit peu être nos propres chefs et vivre de notre passion jusqu'au bout. Donc on s'est dit, soit on exploite Port d'Attache à fond, soit on crée un autre projet à côté pour voir si on peut en vivre. Et en fait, on a testé les deux en parallèle. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, moi, ça m'a bien donné une année où le matin, avant d'aller au boulot, le soir, plus les week-ends, j'étais sur Port d'Attache. C'était entre guillemets le sacrifice du temps nécessaire pour voir si on pouvait exploiter le format média pour en vivre à 100% chacun de nos côtés, en sachant qu'il n'y avait pas que Justin et moi dans la boucle. Et à côté de ça, Justin a quitté son job, il est venu en location chez moi à Quimper, et on a lancé Make the Grade, mais la marque n'était pas créée, les services n'étaient pas structurés comme ils le sont aujourd'hui, et c'était plus en fait pour tester le marché en freelance et voir s'il y avait de l'attraction, un intérêt, d'un point de vue web design, marketing et commercial. Parce que ça, c'était une vision où, pour le coup, on savait que c'était le bon chemin à emprunter. En fait, très vite, on s'est aperçu au bout de 6 mois qu'il y avait un potentiel de fou, qu'en France, il y avait des acteurs, mais il y avait des opportunités, il y avait de la place pour des nouveaux profils comme les nôtres. Et en fait, une fois que par les chiffres, on a démontré qu'il y avait un intérêt, c'est là où je me suis dit, OK, soit je continue en banque, métier que j'affectionne beaucoup et je fais carrière dedans, soit je rejoins Justin, on développe Make the Grade, et accessoirement, ça va me débloquer un peu plus de temps aussi pour emmener encore plus loin Port d'Attache.
Et en fait, c'est l'envie d'entreprendre en famille avec vraiment cette vision-là très business finalement, hein, que ce soit en termes de B2B avec Make the Grade ou B2C avec Portattache, qui l'a emporté. Ok. Salut Maurice. Il y a Maurice qui dit bonjour. Et c'est ça. Et on a lancé du coup l'année dernière officiellement en mai, donc tu vois, ça n'a même pas un an, Make the Grade. C'est fou. Et force est de constater que j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en une année, c'est incroyable, Attention, parce Maurice. qu'on a vécu 1000 choses, on a eu plein de réussites, on a eu aussi, comme tout le monde, et c'est le lot commun, tout mortel, des défaites, des axes d'amélioration. Et en fait, on s'éclate et on crée nous-mêmes, depuis une page blanche, vraiment notre propre histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez séduisant. Ouais, complètement, je suis assez d'accord. Donc finalement pour terminer là-dessus, on a lancé Make the Grade, j'ai rejoint Justin, et on s'est dit, on part de Quimper, on va à Rennes pour plusieurs raisons. Parce qu'on a un réseau là-bas, on va le réactiver, parce qu'on était sur Quimper en attendant. Parce que en termes de potentiel de business, il y a plus d'acteurs là-bas, et pour Make the Grade, et pour Portattache. Et parce que si on veut recruter, on a besoin de profils très techniques, parce que la vision avec Make the Grade, c'est une vision opérationnelle, et on cherche vraiment des profils de ce genre. Et ils sont plus présents, malheureusement, hein, sur le territoire brétilien que sur le territoire cornouaillais. Donc voilà pourquoi on est arrivé ici. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est aujourd'hui monétiser un média, c'est aussi hyper compliqué et je trouve que c'est aussi complémentaire d'avoir ce côté agence. Je sais que le média apporte, ce que je trouve bien dans le média, c'est les compétences que ça apporte et le réseau que ça apporte, qui est complémentaire aussi demain de ce que vous êtes en train de délivrer. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi assez intéressant. Et j'aime bien aussi votre vision de tester les deux en même temps et de se dire, bon, bah, on voit lequel là, sur lequel on va peut-être pouvoir aller chercher d'autres choses, recruter encore plus de monde demain. Et parce que je sais que là, on n'a pas encore fêté le premier anniversaire de Make the Grade et pourtant vous êtes déjà une belle petite équipe, vous avez déjà des très beaux résultats. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà aujourd'hui combien vous êtes, cette phase de recrutement, un peu comment ça s'est passé, peut-être les premières petites difficultés et puis les victoires aussi que vous avez pu avoir. J'aime bien avoir ton ressenti là-dessus. Ouais, alors il y a plein de questions. Juste avant d'arriver sur l'agence, les recrutements, etc., ça peut être intéressant d'un point de vue histoire, vu qu'on a les tenants, les aboutissants, de voir ce que naturellement est devenu Portattache, alors que ce n'était pas du tout prévu. Portattache, en fait, aujourd'hui, c'est un énorme laboratoire, comme tu l'as dit. Vivre d'un business model média, aujourd'hui, ce n'est pas avec 50 000 visites mensuelles qu'on peut faire vivre 5-10 personnes. Il faudrait 10 à 20 fois plus. Mais pour autant, on peut faire des belles choses. Et en fait, Portattache nous sert de labo pour tous les outils que l'on utilise. On va être sur le site internet sur du WordPress, on va être sur la newsletter sur du Mailchimp, etc., etc. Et ça nous permet de faire une veille constante et régulière de tous les outils disponibles sur le marché. Et à côté, Make the Grade, nous, on est focus sur HubSpot. Ouais, c'est vrai. On ressemble tous ces... Voilà, donc ça nous permet d'avoir vraiment des yeux autour de la tête, une vision 360 de ce qui se fait face à HubSpot et de rester un petit peu pied à terre. En plus de ça, Portattache est devenu un apporteur d'affaires incroyable parce qu'on a une notoriété quand même sur la région qui est plutôt sympa. Alors, on est bien loin de Telegram, on est bien loin de West France, mais quand même, Portattache aujourd'hui est devenu un apporteur d'affaires. On a gagné des contrats dans la food service, etc., que ce soit sur des marchés B2C, mais aussi sur des marchés B2B. Donc, sans le savoir, on a fait quelque chose qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle de l'account-based marketing. C'est-à-dire, c'est très complémentaire et synergique à l'inbound marketing, c'est-à-dire que plutôt de se référencer sur les moteurs de recherche et d'attirer à soi avec les contenus, on va aller en fait créer des contenus sur la boîte avec qui on veut travailler et on va rentrer en contact avec elle, avec les décisionnaires en interne, quoi. Et c'est quelque chose qui marche super bien. Ouais, Et c'est ce qui nous a permis, en arrivant à Rennes, de recruter assez rapidement, parce qu'on a eu un peu de trésorerie de côté, et puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On reste à deux, et en même temps, on va être hyper frustré parce que on sait ce qu'il faut faire pour bien grandir et on a envie d'aller vite, mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite pour ne pas se cramer les ailes. Donc, on a engagé, en fait, on a activé un premier recrutement au cours de juillet dernier, 2019, en sachant qu'on est arrivé le 1er juillet à Rennes, à l'Ecloser, qui est un lieu, en fait, qui allie design et innovation en entreprise à destination des grands groupes en particulier.
On était résident là-bas et puis on s'est dit, bon, bah, on a des locaux sympas, le projet plutôt, on l'a bien travaillé aussi, il y a une image de marque qui se dégage assez rapidement. On a réussi à monter une communauté sur LinkedIn de 1000 personnes en partant de rien et quasiment aucun contenu. Donc on se dit, il y a quand même un intérêt. Allez, on active la marque employeur et on balance une première offre de poste web designer front-end pour soulager Justin, pour nous dégager du temps sur le web design et aller au commerce, quoi, un peu plus. Et on a trouvé un super profil, Benjamin, qui nous a rejoint du coup le 1er septembre. Et en fait, ça nous a permis d'élargir notre productivité, ça nous a permis d'assurer notre délivrabilité client. Et quand on assure ce paramètre-là, les clients sont contents. On avait des clients locaux qui arrivaient par le bouche à oreille, en plus de notre clientèle internationale qu'on avait chopée via de l'inbound. Et en fait, la satisfaction client, c'est un cercle vertueux, et puis ça en amène d'autres. Et ça a continué. Donc on a engagé du coup un second web designer là en début d'année en janvier. Et aujourd'hui, en fait, on est 6. Notre dernier recrutement en date, c'est un développeur full stack, donc un profil très très technique qui nous permet d'aller faire des fonctionnalités très poussées sur HubSpot, mais pas que, vraiment pour verrouiller notre positionnement opérationnel. Et là, on embauche encore, on est à la recherche d'un inbound marketer un peu capé, capable d'être en binôme avec moi sur des campagnes pour nos clients, sur de la stratégie, mais aussi pour nous, pour aller plus loin. Aujourd'hui, notre marketing, tout est prêt. On a juste à appuyer sur le bouton on, mais on n'a pas encore lancé. Ça va arriver d'ici un mois, quoi. Ok, super. Donc, ouais. S'il y a un inbound marketer qui écoute là, il peut envoyer sa candidature à Make the Grade. Exactement, donc faut pas hésiter sur le site de makethegrade.fr et puis en fait on a tout simplement une page de nos jobs et puis il y a toute la fiche de poste dessus avec un formulaire de contact. Parfait. Ça a été quoi un peu les difficultés que vous avez pu avoir dans l'évolution? Je trouve que vous avez une évolution qui est très limpide et presque, c'est une belle ligne droite, mais ça a pu être quoi un peu les petits éléments qui ont été un peu difficiles à surmonter et surtout le comment vous les avez surmontés? On s'est retrouvés, j'ai presque envie de dire à juste titre, dans plusieurs situations où comme on était nouveau, Make the Grade, on était nouveau, on s'est retrouvé dans des situations commerciales où les contacts qu'on avait dans les entreprises nous disaient « Ok, on voit que vous êtes compétent, on voit que vous êtes passionné, on voit que ça le fait. Par contre, êtes-vous certain de pouvoir nous délivrer ?» Et on s'est retrouvé en fait avec une frustration là-dessus parce que beaucoup d'entreprises pensaient qu'on n'était pas en mesure de délivrer parce qu'on était trop jeune et peu nombreux et impossible parfois à démontrer de A à Z que c'était le total inverse. On était en mesure de délivrer, de le faire bien et qu'on pouvait générer de la croissance, qui est notre mission principale. Et ça nous est arrivé bien 3-4 fois. Okay. Et du coup, tu ne gagnes pas les contrats alors que tu es en mesure de bien les faire, quoi. Ouais, et parfois, et puis parfois, parce que nous, quand on perd un contrat, on demande toujours qui a gagné à notre place et qu'est-ce qui a fait que ça a penché dans la balance en leur faveur et pas la nôtre. C'est ce qui nous a permis de remonter du coup ce côté manque de délivrabilité d'une perception prospect. Et en fait, on remarquait que des fois, ceux qui gagnaient du coup les contrats à notre place, c'était pas forcément les agences qui étaient les moins chères. C'était pas forcément les agences qui délivraient le mieux en termes de qualité derrière, parce que ça ne nous empêche pas d'aller faire des audits une fois qu'elle s'est délivrée, etc., pour voir et parfaire de notre côté. Et en fait, on dit mince, en fait, c'est juste une question de notoriété, quoi. Ouais, complètement. Puis même des fois, c'est peut-être le directeur commercial avec des relations depuis 3-4 ans. C'est vrai que des fois, on ne peut pas non plus se battre toujours contre ça, même si vous battez plutôt bien dans cette jungle des agences d'inbound. Je sais que sur le recrutement aussi, vous avez mis pas mal de process en place, pas mal de choses. Ouais. Tu parlais aussi de se faire entourer. Je pense que c'est vraiment un point clé. On en a déjà discuté, mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu puisses aussi échanger sur cette vision un peu du recrutement quand on est une jeune boîte et
On ne doit pas se planter sur les premiers recrutements. Comment on fait? C'est clair, il ne faut pas se planter sur les premiers recrutements parce que si tu engages un gars ou une nana et que ça ne le fait pas, ça peut être hyper problématique au départ pour poursuivre l'activité. Nous, on a processé à fond le process de recrutement, c'est-à-dire que en général, pour les premiers recrutements, on a toujours mis l'offre de job en ligne. Okay. Dans notre clientèle, on a un énorme outil de recrutement qui fait partie de notre clientèle. Et en fait, ils nous ont donné accès à leur plateforme. Et en fait, on a pu diffuser sur les moteurs de recherche, sur les sites de recrutement, nos jobs. Donc, on a fait pas mal d'acquisitions de candidats, donc de l'inbound recruiting grâce à ça. Tu peux donner les noms? Ouais, nous, on est passé par Hello Work. Ok, super. Une bonne rennaise en plus. Voilà, on fait dans le local. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché. Ils ont un outil qui s'appelle Talent Detection et ça marche plutôt bien. On s'est retrouvé avec pas mal de CV aussi, un petit peu hors sujet, etc. Ça a demandé de faire du tri. Mais bon, voilà. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en parallèle de cet inbound recruiting, on a un petit peu chassé aussi, quoi. Okay. On a un petit peu chassé. On a été voir sur Rennes d'autres agences. On a été voir sur LinkedIn des profils en filtrant avec des noms de postes, etc. Bon, bref, toutes les techniques que tout le monde connaît et utilise. Et du coup, ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Benjamin, qui était dans une agence de communication de print, alors qu'il avait un profil web design. Et en fait, on s'est dit, tiens, peut-être que le mec, peut-être qu'il s'embête, en fait. On ne sait pas. Et en fait, très vite, on s'est aperçu qu'il était super hypé par le projet et puis les thématiques sur lesquelles on évolue. Et après, ça s'est fait naturellement. Et là où c'est fort, si on recule de quelques mois, notre second web designer, c'est une recommandation de Benjamin. Ok, top. Donc, il nous a recommandé un collègue à lui qui était sur Lyon, qui s'appelle Jason, qui est avec nous maintenant, qui était à Lyon et qui avait envie de revenir sur Rennes dans le coin. Et puis, en fait, l'opportunité, c'était le bon profil au bon moment. Et puis voilà, quoi. Donc, mine de rien, utiliser ce parallèle inbound recruiting, référencement sur les plateformes et aller chasser en même temps, ça permet pas mal de filtrer large et d'avoir des bons profils à coup sûr. Ça demande plus de temps, mais on pouvait se le permettre. Et on peut toujours se le permettre aujourd'hui. Et après ça, une fois que le profil est trouvé, on a tout séquencé, quoi. Donc, on a un premier appel téléphonique. C'est moi qui le faisais de 15 minutes pour voir si le bon fit, en fait, tout simplement. Si l'état d'esprit est le bon, que là, il y a un intérêt, qu'on voit que la curiosité est attisée, on poursuit, en fait, avec cette fois-ci une visio de 1 heure. Ou alors la personne venait nous voir directement à l'Ecloser. Et là, on faisait en fait un entretien découverte. Et on parlait autant de l'expérience professionnelle que des passions personnelles, que des centres d'intérêt, que des rêves de la personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir des profils hyper ouverts d'esprit, anglophones, techniques, passionnés par le digital. Et en fait, notre déroulé d'entretien découverte faisait qu'on arrivait à remonter naturellement toutes ces discussions sans que ça fasse interrogatoire. Donc, c'était que des questions ouvertes de toute manière. Et à la fin de cet entretien, on remerciait la personne et on a créé 2 matrices en fait avec Justin en interne. Donc, c'est des spreadsheets et c'est des Google Docs, hein, voilà. Oui. Et en fait, les matrices faisaient qu'en fonction de différents critères, savoir-être, savoir-faire, pour faire très court et synthétique. Et la personne avait un score. Et on s'est dit que si la personne a plus de 80 sur 100, elle correspond au profil et on poursuit avec un challenge technique. Ou alors, si elle a moins de 80, on remercie, et puis ça ne le fait pas. Et là, en l'occurrence, Benjamin était à plus de 90, vraiment top. Profil coup de cœur. Et on a proposé un challenge technique qui consistait à designer une maquette graphique de homepage, de newsletter et de landing page. Et on donne 48 heures pour le faire. On donne 48 heures pour le faire. La personne, on lui donne un top départ. Elle est au courant que ça dure 48 heures. Et au bout des 48 heures, elle doit nous délivrer en fait le résultat. Et puis si ça le fait, on fait un dernier rendez-vous. On se tape dans la main et c'est
à ce rendez-vous-là, ce dernier rendez-vous, et uniquement à ce moment-là qu'on va aborder tout ce qui va être salaire, fiche de poste, conditions, etc., etc., etc. Ok. Voilà. C'est un process hyper intéressant. Euh, je sais que nous, à l'agence, on travaille principalement avec des freelances, on est associés, mais je sais que peut-être demain, vous nous poussez pas mal de ce côté-là à peut-être recruter. Donc, ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien voir un peu vos matrices. Comment vous avez construit ces matrices-là? T'as des Euh, exemples un peu de même des questions? Comment tu arrives à ces 80 on sur a 100? fait tout. En fait, je me suis pas mal inspiré de quand j'étais au Crédit Agricole, de mes entretiens annuels et trimestriels. Ok, C'était des entretiens très axés sur le savoir-faire, où j'en suis aujourd'hui, comment je me sens dans mon métier, qu'est-ce que je veux faire demain, etc. Parce que la banque, c'est très hiérarchique, c'est très pyramidal. ouais, bien Donc, sûr. très tôt, il relève ces informations-là pour savoir si tu veux aller en patrimonial, si tu veux aller sur le marché des pros, si tu veux rester sur le marché des particuliers, si tu veux aller au siège, etc., etc. Et puis, il y avait beaucoup, il n'y avait pas l'aspect ou très peu en fait sur le savoir-être. Et nous, c'est notre vision avec Justin dans les valeurs de la boîte. On se veut très inclusif. Et pour nous, c'est important de savoir de manière éthique, hein, pas les centres d'intérêt de la personne, quoi. Euh, si nous, une personne dit qu'elle est très sensible à des valeurs environnementales, si la personne, elle aime voyager, elle est ouverte sur le monde, etc. Si elle est sportive, elle prend soin d'elle, si elle aime sortir à côté, parce que la vie sociale, comme tu le disais, c'est important. Bah, tout ça, pour nous, c'est des indicateurs pour dire, bah, demain, si cette personne-là, on va travailler quasiment tous les jours avec. Il faut que ça fitte bien, quoi. Donc, Ouais, complètement. c'est hyper important, quoi. C'est presque, j'exagère énormément, mais c'est presque comme si c'était un mariage solennel entre nous, quoi. Surtout qu'on est des petites équipes au départ. Et c'est pour ça que les recrutements, les premiers du mois, enfin, tous les recrutements, on les prend pas à la légère et on y va de manière extrêmement poussée pour être persuadé de ne pas se planter, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des gens que tu côtoies au quotidien, donc il faut à tout prix que tu aimes passer au moins du temps avec eux. Euh, donc on parle de ce côté recrutement. Vous avez aussi dû apprendre un nouveau rôle que vous avez eu un peu, je pense, dans Port d'Attache avec vos rédacteurs, mais là, c'était dans un autre niveau, je pense, c'est le management. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu as appris un peu de... C'est encore un peu jeune et je pense que ça va sûrement évoluer, mais voilà, pour des personnes qui se lancent et qui doivent recruter assez vite, ce serait quoi tes conseils de manager et comment aujourd'hui tu gères ça? Alors, ce que l'on fait, en fait, nous, on passe beaucoup par l'outil pour être persuadé que les actions qui sont réalisées au jour le jour permettent à la fois de bien délivrer les clients Mhm. et en même temps d'assurer la montée en compétences et l'épanouissement de la personne au sein de l'entreprise. Et c'est un process qu'on s'applique nous-mêmes en tant que dirigeants avec Justin aussi. Donc nous, on utilise Teamwork. Ok, En teamwork. l'occurrence, il y en a plein, c'est des outils de gestion de projet, Ouais, bien sûr. etc. Et si je devais, et en fait, ça nous permet de suivre vraiment l'évolution, etc. Et après, on s'accorde des temps forts et on fait un point mensuel. Là aussi, j'ai typiquement repris ce que l'on faisait au Crédit Agricole, l'établissement bancaire où j'étais. Il n'y a pas de secret, ça marche plutôt bien. Comme c'est bien amené, que c'est dans l'accompagnement, c'est pas considéré comme et accueilli comme du flicage. Donc non, non, c'est plutôt cool et on peut voir en fait l'évolution de la personne et puis en fait de mois en mois, on se donne des objectifs atteignables et d'un mois sur l'autre, on regarde où on en est, est-ce qu'on les a atteints, est-ce qu'on est toujours épanoui, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et je pense qu'il faut vraiment prendre cette dimension-là vraiment lors de ces temps forts. C'est est-ce que je suis au niveau de compétence où je souhaite être, moi, en tant que collaborateur de l'entreprise? Et est-ce que je suis toujours épanoui, émoustillé pour poursuivre et aller plus loin, quoi? Parce qu'un des enjeux aussi, c'est de conserver les talents en interne. Et si on peut tous évoluer en parallèle, dans la mesure du possible, eh ben, on le fait volontiers, quoi. Donc, de l'outil pour le suivi d'évolution des compétences, des temps forts, et puis après, c'est beaucoup d'échanges naturels, l'humain avant le reste, quoi. Ouais, carrément. L'échange, quoi. En fait, tu parlais de mariage tout à l'heure. Un bon mariage, c'est quand on échange beaucoup. Et Ouais. je pense que dans une entreprise qui fonctionne bien, c'est quand les gens
peuvent dire les choses quand ils ont envie de le dire et ne se sentent pas. Il y a une hiérarchie, mais qui ne doit pas être implacable et qui doit limiter en tout cas les échanges. Ouais, c'est ça. Même si aujourd'hui, et encore une fois, comme l'équipe est petite, on est 6, hein, bientôt 7, mais on est 6, et du coup, ça permet d'aligner pas mal, quoi, et de ne pas avoir une sorte de pyramide hiérarchique. Même si, au bout d'un moment, on sera obligé d'y passer, hein, faut pas se leurrer. Ce qui est important aussi, je pense que dans ce côté management, pour garder les troupes motivées dans un bon climat de confiance et de compétitivité, c'est ce côté de challenge. On se challenge énormément sur plein de choses, quoi. Enfin, je donne un exemple tout bête. Moi, LinkedIn, c'est un truc, je suis hyper convaincu. Et il y a quelque chose que je développe, en tout cas avec l'équipe Make the Grade, c'est l'employé advocacy, avec mon fabuleux accent anglais. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la manière de... chaque collaborateur de l'entreprise est ambassadeur de l'entreprise et permet, avec ses contenus sur LinkedIn, par exemple, de faire rayonner une bonne image de marque, de faire rayonner des expertises et pourquoi pas de faire de l'acquisition d'opportunités commerciales en le faisant. Et en fait, ce que j'ai dit, bon, ça, faut qu'on l'exploite à fond. Là, on a tout coupé par rapport au confinement, mais on va le reprendre cette stratégie-là quand le déconfinement arrivera. Par rapport à ce qu'on veut faire, c'est plus logique. Et en fait, en attendant, ce qu'on a fait, et si les gens vont regarder la page LinkedIn Make the Grade et qu'ils vont voir les personnes qui y travaillent, on a optimisé à fond chaque profil LinkedIn des personnes de l'agence. Vous avez uniformisé les images ou comment? Okay. On a fait plusieurs choses en termes de look graphique et de design. Oui, on a uniformisé, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'univers graphique de Make the Grade, de ce que l'on a sur notre site internet, sur notre newsletter, etc. Mais on a aussi une complémentarité dans les compétences. Quelqu'un qui est web designer, on va aller le présenter sous ce côté-là avec la vision Make the Grade sur son profil LinkedIn. Moi, ça va plus le côté marketing, sales, marketing, etc. Je rajoute par rapport à Pordatage, par exemple, c'est quelque chose qui est propre à moi, comme d'autres dans l'équipe ont des choses qui sont propres à eux, le marketing territorial. Donc en fait, on a des profils qui sont à la fois personnalisés par rapport à nos compétences, celles qu'on occupe au sein de Make the Grade, mais qui sont aussi reconnaissables d'un point de vue équipe. Et on a, par exemple, mis à jour toutes les compétences. Quelque chose, je ne sais pas si tu vois ce que c'est sur LinkedIn. Si, ouais. Tu peux les ajouter, te faire recommander. Ouais, et souvent, ce que je constate quand je vais faire mon curieux sur les profils des gens, c'est que on a mis à une certaine époque et puis on n'est pas revenu dessus, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, on les a mis à jour et j'ai lancé un petit défi. Je leur ai dit, on a 2 mois et il faut qu'au 1er avril, en cumulé sur les 3, on ait au moins au minimum 60 recommandations. Ok. Et en cumulé 20 minimum dans chaque compétence, quoi. D'accord. Donc ils y sont tous arrivés sauf moi, j'ai pas pris le temps de le faire. et en fait, allez tous sur le LinkedIn de Simon Lagadec et vous le recommandez. il est très bon, donc vous pouvez le recommander. Ouais, mais eux, ils ont, les gars dans l'équipe ont vraiment tous joué le jeu et en fait, case study, on a gagné une triple opportunité commerciale grâce à un contenu LinkedIn, quoi. Okay. C'est-à-dire, on a publié le fait que on avait recruté Jason et Clara en même temps. Donc, en plus, c'est un contenu, un communiqué de presse que j'ai fait, c'est un contenu actualité, c'est pas du tout un contenu inbound ou un article de blog, par exemple. Et en fait, on a diffusé chacun de nos côtés cette news et en fait, l'engagement a été assez fou. On a touché 10 000 personnes avec ce contenu-là. Et puis, en fait, il y a un directeur, il y a un PDG qui est venu nous rentrer en contact avec nous. Et pour le coup, notre contenu est arrivé au bon moment par rapport aux bons besoins. Et là, on va commencer à travailler avec eux, quoi. Non, mais c'est vrai que LinkedIn est hyper fort aujourd'hui en termes même de portée, tu vois, d'avoir une visitée de 10 000, même des fois avec une belle communauté sur Insta et tout. C'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que LinkedIn, il y a une force assez sous-exploitée. En fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais assez peu d'acteurs. Et quand on devient acteur, on peut très vite avoir des retours très positifs et un ROI qui est assez dingue.
Ouais. Et ce qu'on va tester, ce sera peut-être l'occasion d'une future discussion, c'est Exactement. nos projets qu'on a délivrés. Là, on est en train de créer les case studies, etc. On référence sur HubSpot, etc. On va référencer aussi sur notre site. Et en fait, on va les enregistrer en projet. Il y a une fonctionnalité projet sur LinkedIn. En fait, tu peux dire que tu as travaillé sur ce projet, tu donnes un titre, tu mets des ressources, etc., avec telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire aussi, de dire, bah voilà, des projets de site web B2B pour tel ou tel client, voilà avec qui on a travaillé, voilà ce que ça a donné, on met le lien vers le case study. Et moi, je suis persuadé que c'est des petits détails, mais qui, mis bout à bout, chacun à côté et dans le temps, vont faire la différence en termes de pertinence et d'attraction d'opportunités. Ouais, complètement. En fait, c'est plein de petites choses mises bout à bout qui font quelque chose de cohérent. Et puis tu disais là sur un communiqué de presse qui n'était pas forcément un article de blog, c'est arrivé au bon moment à la bonne personne et ça fonctionne, quoi. Donc des fois, en fait, c'est provoquer ces chances d'avoir des gens qui vous trouvent et qui vous trouvent bien entre guillemets et qui viennent vers vous, quoi. Ouais, totalement. Et puis autre chose. C'est quelque chose qu'on va mettre en place là aussi. Make the grade, make the grade, make the grade. Je parle beaucoup de make the grade, c'est normal. Mais en fait, faut pas hésiter à jouer collectif et faire ce qu'on appelle du co-marketing. Et là, par exemple, on va travailler avec 2 gars vraiment fabuleux sur Rennes qui ont une boîte qui s'appelle Biz Vidéo. Peut-être que tu les connais. Ouais, si, je crois Et en fait, ils font de la vidéo. Et eux, leur créneau, c'est la vidéo marketing allié au motion design, quoi. Donc, c'est un truc hyper puissant. Ils sont hyper doués, etc. Et en fait, on va faire une série de vidéos ensemble où on va aller interviewer des clients ou des influenceurs dans la sphère B2B rennaise et bretonne. Et on va faire une première saison de 10 épisodes, donc c'est des formats très courts, 2 minutes 30, etc. Mais pour montrer la puissance en fait de la vidéo sur LinkedIn en natif, quoi. Donc le co-marketing, jouer collectif avec des agences et des projets qui sont complètement synergiques à nous, moi je suis persuadé que ça permet vraiment de créer là aussi des contenus mémorables dans un contexte d'acquisition de leads. Ok, il faudra voir comment Tirefess et Make the Grade pourront faire peut-être des bébés. Des choses à faire. Carrément, carrément. Il y a quelque chose qui m'intéresse pas mal sur les entrepreneurs, c'est un peu leur journée type et de savoir un peu comment tu organises tout ça. Tu sais que je ne suis pas la personne la plus organisée du monde, mais j'y travaille profondément et donc je me sers aussi de ces interviews un peu comme thérapie pour essayer d'apprendre un peu de ce que tu peux mettre en place. Et je sais qu'à l'inverse de moi, vous êtes très très organisé et vous avez des process qui sont top. Vous m'aidez d'ailleurs pas mal là-dessus. C'est quoi un peu ta journée type, c'est tes types d'organisation? Alors, ma journée type, je vais commencer par Port d'Attache en fait. Donc je me lève à 6h30, et, voilà, je déjeune, je me douche, bref. Et je vais créer les contenus en fait de la journée pour Port d'Attache. Donc c'est de la programmation, etc. Moi, je suis plus à le faire au quotidien en micro-tâches que de le faire, me prendre un gros paquet d'heures et de le faire pour la semaine ou mois en cours. Comme je suis hyper habitué, c'est plus rapide. Et puis c'est mon petit, avec le café à côté, c'est mon petit kiff. Ensuite, pour 8h30, on va, je dis on parce qu'en fait, avec Justin, quand on est arrivé à Rennes, on est en coloc. Donc on va en vélo électrique dans nos nouveaux bureaux qui sont collectif tactique en fait, qui est un collectif qui accompagne les dirigeants de PME dans le développement de leur business. Et nous, on est résidents là-bas. Et donc à partir de là, c'est du make the grade à fond. C'est du classique, c'est tu regardes ton agenda pour voir ce que tu as à faire dans la journée. On n'est pas trop réunionite aiguë, nous. On va faire une grande réunion. On va prendre 1 heure le lundi pour dire qui fait quoi dans la semaine, c'est quoi les projets en cours, etc. Après, pour l'avancée des projets dans la semaine, on est suffisamment dans la boucle et on fonctionne en bande d'intelligence pour dire comment ça avance, etc. Grâce à Teamwork, en fait, on reçoit des notifications, etc. Et avec Justin, on va se faire un point sales le mardi matin. Pareil, on prend 1 heure et puis on fait tout d'un coup. Donc là, on prend notre tunnel de vente HubSpot et puis voilà.
Sinon, après, ben voilà, hein, c'est tout simplement, tu alternes entre tes rendez-vous. J'ai pas de règles. Je me dédie pas aujourd'hui du moins des temps où je me dis telle demi-journée ça va être alloué à ma prospection commerciale, telle demi-journée ça va être de la délivrabilité client et du contenu, telle demi-journée par exemple ou tel créneau horaire ça va être les contenus de Make the Grade qu'il faut que je fasse. Non, en fait, je priorise par rapport aux opportunités commerciales. Ok. Et après, je comble les trous en fonction de ce que j'ai à faire. Et mon fil rouge, c'est teamwork. À chaque fois qu'on a un projet dedans, on fait les listes de tâches et on a pris l'incroyable réflexe de timer toutes nos actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive avec la donnée qu'on a remontée depuis le début à dire bah, tel projet, ça nous prend tant de temps. C'est un temps référence. L'idée, c'est soit de l'améliorer pour voir jusqu'à où on peut aller, ou d'atteindre un rythme de croisière qui fera que quand on accueillera des nouvelles personnes plus tard, c'est le rythme de croisière qu'il faudra justement atteindre. Et c'est celui de la boîte, quoi. Ouais, c'est une super chose, ça, de timer. C'est vrai que moi, je sais que je time assez peu de choses, où je me donne 1 heure, mais je ne time pas plus que ça. Et je pense que c'est important, même pour avoir de la visibilité, surtout quand on est une agence. On vend souvent des idées, mais aussi du temps. Et donc, il faut aussi, il y a une notion de rentabilité aussi derrière ça. Il faut réussir en tant que dirigeant à maîtriser ça. Ouais, grave, la rentabilité et la productivité, ça va de pair et c'est hyper important. Et sinon, bah, en termes d'heures, nous, ouais, ça va être sur Make the Grade, avec l'équipe, ça va être du 9h, midi 30, 13h. Et puis, on se prend un temps le midi, on mange entre nous, on se fait un Mario Kart avec tous les résidents de tactique, toujours ce côté challenge qui est présent. Et on reprend en général à 14h et on finit à 18h, 18h30. Voilà, certains, s'ils veulent avancer, ils rentrent chez eux. On fournit, enfin, tout le matériel est fourni, donc ils peuvent travailler en remote chez eux, etc. Okay. Donc, il n'y a pas de. C'est des grosses amplitudes horaires, mais en même temps, on sait s'accorder des temps de pause, c'est important aussi. Donc, c'est du classique, là, il n'y a pas vraiment de botte secrète à communiquer. Ok, super. On parle beaucoup d'entrepreneuriat là ensemble. Est-ce que j'aime bien aussi parler un peu de la vie sociale des entrepreneurs. Est-ce que tu es arrivé sur Rennes récemment? Je sais que tu travailles beaucoup. On arrive même des fois à pas trop à se voir ou même à prendre un apéro ensemble. C'est quoi toi aussi les conséquences aujourd'hui de l'entrepreneuriat sur ta vie sociale et comment tu vois l'évolution de ça? C'est vrai que là, en un an, on n'a pas lésiné sur les efforts à mettre dans le projet Make the Grade, qui était clairement une priorité pour moi et Justin. On est en coloc, on est à 3 dans la coloc, ce qui fait qu'on a quand même le sentiment d'avoir une vie sociale par la force des choses. Après, c'est sûr qu'il y a certains à côté que l'on a mis justement à côté par rapport à avant. On prend beaucoup moins d'apéros avec les potes, hein. Voilà. Ça va revenir. Et ça va revenir, ouais, pour les beaux jours. De toute façon, là, après le déconfinement, il y aura besoin. Et puis, non, mais c'est vrai qu'on a remplacé les moments avec les potes avec des moments networking avec notre nouveau réseau. C'est vrai que socialement, en fait, on distingue plus vraiment le côté perso et pro parce qu'il nous arrive de faire du perso-pro. Je sais pas si tu comprends. Mais, si, moi je trouve ça très bien. Moi je sais que je prône le perso-pro dans tout, que ce soit dans la gestion de ses réseaux sociaux, dans la gestion de sa vie, d'éviter de cloisonner quand on est entrepreneur. Alors, des fois, ça peut amener des petites problématiques, surtout que vous vivez en coloc ensemble avec Justin, de ramener trop le travail à la maison. Ça peut être, là, il y a peut-être une petite césure à faire, mais sinon, dans la vie en règle générale, que ce soit sur ses réseaux sociaux, même quand on communique, ça crée beaucoup d'opportunités de ne pas séparer les deux. Ouais, exactement. Donc, aujourd'hui, on a fait des nouvelles rencontres incroyables d'experts, comme je le disais tout à l'heure, et qui nous inspirent énormément. Et en fait, on passe du temps avec eux parce qu'on aime bien, parce qu'on apprend plein de choses. Et ça aussi, je pense que ça joue comme on apprend énormément et qu'on évolue. Le côté perso-pro, il nous va totalement aujourd'hui comme lifestyle, ce qui ne nous empêche pas de nous accorder des temps forts perso, pour le coup, et avec des gros week-ends.
revoir les potes et les copines qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Puis à côté, on arrive dans des âges aussi où on était très bien concerné là-dedans, où on commence à avoir des projets de vie. Il y a des couples de parents qui naissent. Et là-dessus, ben, ils ont aussi leurs propres défis au quotidien, etc. Donc je pense qu'on arrive tous à une période charnière où chacun fait un petit peu sa vie de son côté, ce qui n'empêche pas de retrouver les bonnes personnes au bon moment. Et puis voilà quoi. Inch'Allah. 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 Non, mais Non, mais plus c'est cool. d'un point de vue perso, tout va bien. On est hyper épanoui. Et puis, il y a une certaine stabilité qui se crée et qui permet pas mal d'éponger le stress de l'entrepreneuriat parce que il faut quand même le dire, c'est pas un long fleuve tranquille tout ça. Non, c'est clair. C'est ça aussi qui fait la beauté des. En fait, s'il n'y a pas ce stress-là, il n'y a pas de plaisir non plus. C'est-à-dire, il faut avoir des fois des moments un peu de creux pour avoir ces réussites. Et je pense que c'est ça aussi. On a ces montagnes russes qui provoquent des fois des Ouais, plaisirs qui sont décuplés. c'est ça. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on est entrepreneur. J'ai toujours une question que je pose à la fin. On est dans un club échangiste et l'objectif, c'est d'échanger quelque chose. Voilà. Là, je me demandais si demain, tu devais échanger ton métier, tu l'échangerais pour quel métier? Bah, pour moi, c'est compliqué parce qu'en fait, cette question-là, j'y ai répondu il y a un an. Ok, c'est vrai. Franchement, T'as pas de nouveaux projets? Je sais que vous aimez beaucoup les produits, les choses comme ça. C'est vrai que vous êtes vachement dans le service. Est-ce que demain, t'aimerais pas créer des choses ou je vais peut-être te décevoir, mais je vais pas avoir de réponse à cette question-là aujourd'hui parce que je suis toujours dans le côté nouveau projet actuellement. Pour moi, un an, je suis toujours dans le nouveau. Ouais, bien Euh, sûr. Autant la reconversion professionnelle en tant que telle, elle est faite, elle est actée et le pivot est réussi si je dois faire le constat un an après. C'est clair. Autant de me dire, ah, j'aimerais bien à tel horizon arrêter ça pour faire autre chose, j'ai pas le recul nécessaire. Non, J'ai c'est sûr. d'autres projets, j'ai d'autres projets bien évidemment, mais qui vont être plus sur le pro perso. Le côté investir dans l'immobilier, que ce soit pour Make the Grade ou à titre personnel. Le côté produit, je l'ai aussi. Et je commence à le développer avec Julien Kersel et de Penarbox pour Ok, créer des produits via Portatage, mais c'est un super. projet qui est un peu en demi-teinte de par la situation sanitaire actuelle et en même temps, j'aurais pas le timing nécessaire pour vraiment le mener de front. Donc ça va dépendre plus de mon binôme Julien que de moi. Ok. Ça Mais pourrait faire une aujourd'hui, bonne interview, je me dis, là, avec Julien, qui a vécu aussi des sacrées montagnes russes. carrément. Je pense que ça peut être une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est pas. Tu as déjà échangé il y a un an ton rôle de banquier pour ton rôle d'entrepreneur, donc tu as déjà répondu à la question. Top. Donc ouais, pour moi, ce serait plutôt de me concentrer sur des projets un peu plus pro liés à l'immobilier et puis voilà ce que je pourrais dire Je suis aujourd'hui. un peu sur les mêmes projets, donc top. Ok, bon ben merci beaucoup Simon de ton temps et de toutes ces idées. Ça me donne aussi plein d'idées dans le développement de notre agence. Au plaisir Super. de se prendre un verre à la fin du confinement et puis bonne continuation à toute l'équipe. Bonjour à tout le monde et puis à bientôt. Ouais, merci pour l'échange. C'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Et puis avec plaisir pour se faire une session brainstorming entre Tierfest et Make the Grade. Super, à très vite. Ciao. Ouais, bonne soirée. Salut. Ciao. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si tel le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'entrepreneuriat, on a lancé une masterclass gratuite où on aide les entrepreneurs à booster leur business grâce aux réseaux sociaux. Concrètement, on part de nos projets, marque de vêtements, agence, marque de bière, etc. pour essayer de comprendre comment sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on a réussi à donner de la visibilité à nos projets via l'influence marketing, via la publicité, via les contenus. Et on rentre vraiment dans le détail, donc ça peut aider beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à développer leur business. Et sinon, je vous dis à un prochain épisode du Club Échangiste. Ciao.